Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes au Presse Club le 26 mars 2014. Voilà, nous avons un sujet intéressant à aborder aujourd'hui, le sport. Le sport, vous savez, dans le monde entier, on parle de sport. Les femmes, les hommes se disputent à cause du sport. Quand il y a la télé, le sport à la télé, tout le monde s'arrête, le monde s'arrête, et c'est le sport, surtout le football. Alors, nous allons poser quelques questions à Monsieur Philippe Otto, qui va nous expliquer pourquoi ces livres qui viennent d'éditer chez l'Harmattan, sport et nationalité. Voilà, c'est vrai, effectivement, on voit les transferts, beaucoup de transferts d'Africains, beaucoup de transferts des étrangers qui évoluent ici en France. Alors, il va nous donner quelques chiffres par rapport à ces transferts, par rapport aussi à cette diversité dans le sport. Bonjour, Monsieur Paul. Bonjour. Tout d'abord, bonjour, mesdames, messieurs. Donc, effectivement, nous sortons cet ouvrage Sport et nationalité. Quelle place pour les joueurs étrangers? La raison est extrêmement simple. Aujourd'hui, le sport professionnel, qu'il soit français, italien, anglais, allemand ou africain, en fait, ne peut pas se passer de ces joueurs étrangers. Il suffit de voir le championnat d'Angleterre de football. Il y a en Angleterre presque 70% d'étrangers. Certains joueurs africains ont été les vedettes de ce championnat et le sont encore. Nous avons deux exemples. Un exemple passé, c'est l'attaquant ivoirien Didier Drogba qui à lui tout seul a offert la Champions League à Chelsea. Et puis nous avons aussi aujourd'hui, toujours à Chelsea, c'est le Camerounais Samuel Eto'o qui va faire en sorte de donner une seconde Champions League à Chelsea. Aujourd'hui, donc, on peut plus se passer des étrangers. Autre exemple, on parlait de l'Angleterre, mais il y a aussi l'exemple il y a un exemple parisien, c'est le Paris Saint-Germain. Le 1er décembre, le Paris Saint-Germain Football Club a débuté une rencontre de championnat avec 11 joueurs étrangers. Alors, tout cela augure quoi? Augure que voilà, le championnat français un jour sera complètement métissé, enfin complètement étranger. C'est-à-dire, si on veut un grand championnat, la présence des stars étrangères est nécessaire. Il suffit de voir le calcio dans les années 80. Le calcio dans les années 80, c'était le plus grand championnat du monde parce qu'il y avait les meilleurs étrangers. Il y avait Diego Maradona, il y avait Michel Platini, il y avait Ruud Gullit, Marco van Basten, Lothar Matthäus. Voilà. Le championnat de France est en train de monter en puissance puisqu'il y a l'offensive, je dirais, sur le marché des transferts du Paris Saint-Germain Football Club et aussi de l'AS Monaco qui sont en train de recruter les meilleurs. Zlatan Ibrahimovic, même s'il n'a pas été Ballon d'Or cette année, c'est peut-être le meilleur attaquant du monde. Oui, c'est le meilleur. Alors, parlons un peu de ces livres que vous venez de publier chez l'Harmattan. Ça parle de sport et nationalité. Alors, pouvez-vous me donner quelques chiffres au niveau du taux d'étrangers dans, par exemple, à l'équipe de France, dans les équipes ici en France, Ligue 1, Ligue 2. Bien sûr. Ouais. Alors, il suffit déjà, le championnat de France de football accueille légèrement plus que 40% de footballeurs étrangers. On voit que ces chiffres, le chiffre c'est quelque chose, mais des fois, il vaut mieux analyser les joueurs sur le terrain. Comme là, le PSG, en fait, comme on vient de le dire, le PSG a aligné une équipe 100% d'étrangers. C'est pour ça, des fois, voilà, c'est pour ça la réalité, des fois, est plus significative que les chiffres réellement présent dans les effectifs. Nous pouvons noter dans le championnat de France de rugby, les étrangers ont plus que doublé. Alors, il y a moins de 10 ans, il y a à peu près 10 ans, le pourcentage des étrangers dans le rugby était inférieur à 20%. Aujourd'hui, il est de plus de 40%. Donc, pourquoi le championnat de rugby a augmenté? Car aussi, en fait, il y a aussi les meilleurs étrangers qui sont aussi dans le championnat de France de rugby. Alors, vous avez répertorié au niveau de volleyball, basketball, tout à fait. Football, tout ce qui voilà. Effectivement. Comment ça a été organisé cette étude? Alors, en fait, on a comptabilisé les étrangers à partir des effectifs publiés soit dans les revues des ligues ou ou publiés dans les journaux style l'équipe. Effectivement, le championnat qui rassemble le plus d'étrangers, c'est un championnat féminin. On aurait tendance à croire que c'est le football ou le rugby. C'est faux. En fait, c'est le volley féminin qui accueille 56% de joueuses étrangères. Et encore, il y a beaucoup de joueuses naturalisées. Donc ça veut dire que dans le volley féminin, il y aurait même plus de joueurs étrangères que les 56%, car un exemple, la star du championnat, c'est Victoria Rava. Oui. Elle est française, mais elle a été naturalisée française, mais en fait c'est une géorgienne. Donc en fait, il y aurait même plus que 56% d'étrangères.
Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau de pays anglo-saxons comme Londres, enfin comme Grande-Bretagne? Il y a combien? Le taux est beaucoup plus élevé encore là. Oui, alors c'est-à-dire en Angleterre, là, en fait, pour prendre un terme, en fait, je dirais interplanétaire, avec l'Angleterre, en fait, on change de dimension. Le championnat français, le pourcentage d'étrangers est raisonnable, notamment dans le football, à peu près environ 40-42%, alors que dans le championnat d'Angleterre de football, 69. c'est 69%. Donc en fait, on change de dimension. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire le spectacle de la Premier League, en fait, c'est aussi le meilleur championnat du monde. Les meilleurs y jouent, qu'ils soient anglais et aussi étrangers. Alors là-bas, c'est très intéressant parce que là-bas, ils acceptent, comme on dit, des gens qui viennent de la diversité, mais il y a un problème qui se passe au niveau de Calcio, au niveau de l'Italie. Il y a beaucoup d'étrangers. Alors, souvent, il y a l'histoire de bananes. Oui, alors c'est-à-dire en Italie, en fait, les joueurs africains souvent en fait sont victimes d'actes racistes, comme d'ailleurs en fait ça a été le cas pour Mario Baltolelli. Mais effectivement, on voit quand même que les étrangers sont quand même présents en Italie, puisque l'Inter de Milan, quand ils ont gagné il y a quelques années la finale de la Champions League face au Bayern de Munich, ils ont débuté la rencontre avec 100% joueurs étrangers, et je dirais le seul Italien qui est venu sur le terrain, c'est Marco Materazzi à quelques secondes de la fin. D'ailleurs, l'Inter de Milan, le vrai nom, c'est Internazionale, et donc l'Inter en fait porte bien son nom, et d'après notre étude, en finale de Champions League, concernant le football, c'est l'Internazionale, lorsqu'il a gagné la Champions League il y a quelques années, le club le plus international. Alors ce que j'ai compris, donc les politiques ils ont failli par rapport à leur politique de rassemblement, de diversité, mais le football a gagné. En fait, nous, on estime, on s'accorde sur un point, c'est que la mondialisation est une réussite. Aujourd'hui, c'est un succès, car nous estimons que la liberté de circulation, ce n'est pas un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. Au contraire, c'est une formidable chance pour les sportifs. Aller jouer dans d'autres pays, c'est une richesse. L'équipe de France, lorsqu'elle a gagné la finale de la Coupe du Monde en 1998, il y a eu 3 buts, 2 buts de Zinedine Zidane qui joue à la Juventus de Turin et un but d'Emmanuel Petit à Arsenal. La liberté de circulation, c'est un point positif, c'est une réussite, et ce n'est pas un rouleau compresseur, c'est une formidable opportunité et une chance pour les sportifs. Alors pour Bosman, l'arrêt Bosman, ça a aidé à permettre les joueurs étrangers de venir évoluer Bien sûr, le premier mouvement est parti de l'arrêt Bosman pour la liberté de circulation des joueurs communautaires, c'est-à-dire pour les ressortissants de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier mouvement qui a tout déclenché. Puis après, il y a eu le second mouvement, c'est l'arrêt Malaya. C'est une basketteuse polonaise qui était interdite de jeu en France. Nous l'avons défendue, nous avons gagné, nous avons fait valoir des accords européens avec l'Europe de l'Est, le Maghreb, l'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique. C'est une ouverture presque mondiale des frontières, et en fait, je dirais que l'arrêt Malaya, c'est le prolongement de l'arrêt Bosman, c'est une ouverture encore plus grande des frontières, et aujourd'hui, les clubs suivent, parce que pourquoi les clubs recrutent étrangers? C'est un, pour pénétrer des marchés économiques, et puis 2, pour gagner. Le PSG, pourquoi il recrute des stars étrangères? C'est 1, pour pénétrer des marchés économiques, et 2, gagner. L'objectif du PSG, c'est la Champions League. Alors, si je reviens à votre parcours, on voit que vous êtes docteur en droit, avocat de barreau de Marseille, vous pouvez gagner l'argent tout en restant dans vos bureaux. Mais comment se fait-il vous vous intéressez au sport comme ça avec votre père, parce que ça commence avec votre père, c'est une histoire de famille. Comment expliquez-nous un peu la passion que votre père vous a transmise? C'est-à-dire, moi, je pense que le combat des nationalités, c'est un combat de conviction. Je pense que le monde aujourd'hui est globalisé, la mondialisation est en marche, c'est une richesse. En fait, pourquoi l'Amérique est devenue la première puissance mondiale? L'Amérique est devenue la première puissance mondiale car c'est un creuset, il y a toutes les nationalités. Donc le sport doit être pareil, on organise des Jeux Olympiques, on veut que le sport soit universel, les équipes de clubs doivent l'être. Le problème, c'est que ça dérange, mais je pense qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, la mondialisation, c'est une chance, c'est une réussite, et des sportifs ont mené ces combats pour l'ouverture des frontières. Bosman, le Belge, Lilian Malaya, la Polonaise, comme ma cliente. Donc, je pense qu'il faut continuer. Et mon père, par le passé, a été l'avocat de sportifs africains, Joseph-Antoine Bell, Abedi Pelé, il est aussi l'avocat de Pape Diouf. Donc, je pense qu'on ne peut pas échapper à la mondialisation, c'est le sens de l'histoire. On peut pas aller en arrière. Vous avez transmis la passion à votre fils, je vois, parle passionnément c'est à travers l'Afrique, effectivement.
effectivement que nous nous sommes intéressés au sport, parce que lorsque Joseph-Antoine Bell était capitaine de l'Olympique de Marseille, il a d'abord été victime effectivement d'actes de racisme, donc on avait été conduit à demander la répression de ces actes tout à fait intolérables sur les stades, d'où la loi d'ailleurs sur les stades qui est venue après sur les injures raciales, mais surtout Joseph-Antoine Bell, qui est d'origine camerounaise, avait la double nationalité française et camerounaise. Et c'est ce qu'on a appelé les vrais faux français, parce qu'en ayant ces doubles nationalités, il n'avait pas le droit d'être intégré dans l'équipe de France. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici dans l'établissement Press Club. Il y a 30 ans, en fait, j'y étais déjà avec Joseph-Antoine Bell et Papy Diouf pour mener ce premier combat sur les nationalités dans le sport. Alors oui, 30 ans après, l'histoire se répète un peu, c'est mon fils qui a repris le flambeau, et puis comme après je suis devenu très spécialisé dans le droit du sport, j'ai été amené à mener la défense d'un certain nombre de sportifs étrangers grâce à Papy Diouf qui était devenu agent de sportif, et nous avons été amenés à défendre cette basketteuse polonaise, Lilia Malaja, qui était elle aussi victime des problèmes de quotas, de discrimination et de nationalité. Donc vous voyez, pendant 30 ans on ne fait que tourner en rond sur le problème du sport et des nationalités. Et ça met le temps. Et ça met le temps. Je dirais que le combat n'est pas fini, parce qu'il y a encore des règlements, notamment ceux de la Fédération française de basket, qui comportent des mesures toujours discriminatoires. Et nous venons encore, il y a une semaine, devant le CONSF en conciliation, défendre une joueuse finlandaise, effectivement, franco-néerlandaise, effectivement, qui était victime, là encore, de discrimination liée à sa nationalité. Donc, c'est comme le sport, c'est un combat qui ne finit jamais. C'est un combat qui ne finit jamais. Alors, quand les stars, là, ces sportifs, les grands sportifs, là, deviennent stars, ils vous oublient ou bien ils sont toujours avec vous? Ils nous oublient. J'ai été longtemps, je suis toujours l'ami et l'avocat de Marcel Desailly. Bon, quand ils ont fini leur carrière, ils reprennent des activités. Marcel Desailly, lui, est reparti au Ghana, Joseph-Antoine Bell est reparti au Cameroun, Abedi Pelé fait d'autres activités, donc on les revoit, mais c'est vrai, les liens se distendent, mais ils restent toujours étroits tout de même, et puis la passion nous unit toujours sur le sport. Qu'est-ce que vous avez apporté au niveau, parce que vous êtes des avocats expérimentés, chevronnés, qu'est-ce que vous avez apporté comme évolution dans le monde du sport? Je crois qu'au niveau de la liberté de circulation, nous avons beaucoup apporté, parce qu'effectivement, la création de l'Union européenne avait pour fondement, un des fondements principaux, la liberté du commerce, bien entendu, mais également la liberté de circulation. Dans la mesure où le sport professionnel est considéré comme une activité économique, la liberté de circulation s'imposait effectivement à tous les sportifs professionnels. C'est la raison pour laquelle Bosman a été victime de cette entrave à la liberté de circulation. Mais l'Union européenne a signé des accords de coopération ou d'association avec un certain nombre d'États tiers. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du contenu de ces accords, il y avait une clause qui disait qu'il ne peut pas y avoir de discrimination en ce qui concerne les conditions d'emploi pour la nationalité. Et c'est pour ça qu'on a défendu cette basketteuse polonaise, parce qu'elle était polonaise, et quand elle a voulu travailler en France, on lui a dit, mais il y a des quotas, vous êtes l'étrangère de trop, on a déjà 3 étrangères au Racing Club Basket de Strasbourg. Et c'est à ce moment-là que mon fils Michel, qui préparait une thèse sur l'Europe, sur le sport et l'Europe, a dit, mais vous ne pouvez pas empêcher Lilia Malaja de jouer, pour la raison très simple, que, étant ressortissante de la Pologne, elle doit bénéficier des clauses de non-discrimination entre l'Europe et la Pologne. Et c'est comme ça que nous avons gagné devant le tribunal administratif. Donc c'était une jurisprudence mondiale, parce que M. Blatter, président de la FIFA, a dit c'est l'arrêt Bosman à la puissance 10, puisque l'arrêt Bosman concernait à l'époque 15-20 pays, l'arrêt Malaja concerne 100 pays. Donc c'est une révolution, une sorte de séisme que nous avons provoqué en permettant la non-discrimination pour les ressortissants d'une centaine de pays dans le sport et dans les autres activités économiques également. Donc c'est une grande victoire que nous avons menée là, et tous les ans nous menons cette étude parce qu'on nous a attaqué effectivement de mener une politique de charter de sportifs polonais ou autres en France et en Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé tous les ans de faire une étude pour quantifier
vérifier pour compter un petit peu le nombre des, le nombre des joueurs, le nombre des joueurs étrangers dans le sport français et européen. Et on voit qu'en fait, c'est pas l'arrivée de charter de Polonais, mais c'est vrai que pour le spectacle sportif, on prend les meilleurs et c'est plus facile aujourd'hui de prendre les meilleurs. Ça coûte plus cher également que d'être victime de discrimination. Alors, voilà ça va créer aussi, pour terminer, je termine avec cette question, ça va créer aussi une discrimination par rapport aux joueurs blancs, parce que on va chercher toujours les étrangers, comme vous avez expliqué. Il y a les étrangers peuvent être aussi de couleur blanche. Un exemple, les Anglais, les Belges, les Allemands, etc. En fait, c'est le combat pour l'excellence. Faut être le meilleur. Peu importe la couleur de la peau, faut être le meilleur. C'est le combat de l'excellence. Alors, on prend les meilleurs. Zlatan Ibrahimovic, effectivement, est blanc. Ben, vous voyez. Messi est blanc. Le meilleur joueur du monde, Messi est blanc. Oui. Cristiano Ronaldo est blanc. Ribéry est blanc. Oui. Beaucoup de joueurs sont blancs. Eto'o, en fait, c'est un grand joueur. Je pense qu'il va faire de Chelsea le prochain champion d'Europe. Mais si vous êtes noir et que vous êtes le meilleur, eh ben on vous prendra. Mais le meilleur joueur de l'histoire est brésilien, c'est Pelé. Le football a toujours eu ses rois. Le plus grand joueur de toute l'histoire, c'est Pelé. Après, il y a eu Johan Cruyff, Franz Beckenbauer. En fait, quand j'étais plus jeune, donc il y avait Diego Maradona avec Michel Platini. Et aujourd'hui, bon, les derniers Ballons d'Or sont sont blancs avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais il y a en Afrique d'excellents joueurs, Didier Drogba ou Samuel Eto'o, ils sont tout aussi bons. Donc je pense qu'à chaque époque, il y a les champions, ils sont blancs ou ils sont noirs. Merci à vous, merci et puis bonne conférence, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.